Salut tout le monde et bienvenue à Pourquoi c'est bon avec votre humble serviteur Christian Maltais. Et voici qu'est-ce qu'on a lu sur Pourquoi c'est bon ces 2 dernières semaines. Alors, d'habitude, je fais un bilan de lecture à toutes les semaines. Mais la semaine dernière, il y en a un peu eu parce que j'ai pas lu beaucoup pour différentes raisons et j'ai combiné les deux aujourd'hui et sans plus attendre, voici ce que j'ai lu. Alors au programme aujourd'hui, on a du Michael Moorcock, un grand maître de la science-fiction et de l'heroic fantasy. Puis on continue le projet philosophique où je lis le corpus philosophique au complet, occidental, corpus philosophique, des présocratiques dans l'Antiquité, aller jusqu'à Heidegger essentiellement. Donc, je donne les détails dans d'autres vidéos, mais essentiellement, on est à fond là-dedans. Et donc, Aristote et pseudo-Aristote, c'est de ça dont on va parler à ce niveau-là, au niveau philosophie. Bien des choses hyper intéressantes. Mais commençons par Michael Moorcock. The Sundered World, comme ça, ici, qui est un de ses premiers romans. Qui fait 159 pages, 159 longues, longues pages. Michael Moorcock est, à beaucoup de points de vue, mon écrivain préféré. J'ai lu Elric le Nécromancien quand j'avais 17 ans, les 6 premiers livres de la saga d'Elric, et je suis complètement tombé en amour avec cet auteur-là, ce personnage-là, cet univers-là. Ça a eu une influence déterminante, à beaucoup de points de vue, sur certainement mon rapport à l'écriture et à la fantasy. Mon premier roman, dont je viens de finir le premier jet, est très fortement influencé par Michael Moorcock. Et quand est venu le moment d'écrire le roman, je me suis beaucoup basé sur sa méthode d'écriture, dont voici en vérité un représentant. Et pourquoi est-ce que je vous livre tous ces éloges avant de parler du livre? Parce que ce livre, il est pas bon. Je vais quand même, fidèle à la mission sacrée de cette chaîne, vous dire pourquoi c'est bon. Il y en a des qualités, on en trouve toujours quand on en cherche. Puis il y en a, mais c'est vraiment un roman qui souffre d'avoir été écrit rapidement. Alors, justement, je parlais de la méthode de Moorcock. Puis lui, Moorcock était célèbre parce qu'il écrivait des livres en une fin de semaine. Il écrivait des romans en une fin de semaine. Puis j'ai attentivement étudié comment est-ce qu'il a fait. Finalement, je pensais faire la même chose. Je ne l'ai pas fait. Moi, ça m'a pris 1 an et demi. Mais lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait de copieuses notes, il se préparait à beaucoup, beaucoup de niveaux. Là. Il y avait des listes de vocabulaire, il y avait des listes de noms de lieux, puis etc. Il était très préparé. Puis là, il s'installait, puis il faisait rien qu'écrire pendant 3 jours. Puis ouais, si tu fais ça, tu vas avoir un roman d'environ un peu moins de 160 pages. Puis plusieurs de ces romans des années 60 ont été écrits comme ça. Il y a un Elric, je pense, qui a été écrit comme ça. Je suis pas certain, mais il est dans ces années-là, donc c'est vraisemblable de le croire. The Fire Clown que j'avais lu, que j'avais bien aimé, il n'est pas invraisemblable de croire qu'il a été écrit comme ça parce que ça date de ces années-là. Ça a été écrit même avant celui-ci. Puis il y en a d'autres comme ça, mais celui-ci, c'est le premier que je lis où j'ai vraiment eu l'impression que ça marchait pas du tout. Et pourquoi? Je vais être très bref là-dessus, mais parce que il y a tous les problèmes, il y a tous les défauts d'un premier jet. La structure marche pas, les chapitres marchent pas. La structure, je veux dire que il commence avec une histoire, puis son histoire se résout plus ou moins au milieu, puis après ça, ça devient une autre histoire. Puis les 4 derniers chapitres racontent en vérité complètement une autre histoire. C'est avec les mêmes personnages, mais ça va vraiment dans tous les sens. Puis bon, j'ai parlé des personnages. Les personnages principaux, il y en a 3 au début, c'est difficile de les départager, qui est-ce qui est qui. Après, il y a un 4e personnage qui s'ajoute, mais hop, il y en a 2 qui disparaissent, puis on les voit plus pendant un bon grand bout, mais hop, ils reviennent à la fin, bon, ok, mais entre-temps, il y a un nouveau personnage principal qui apparaît aux 2 tiers du roman, etc., etc. Les chapitres marchent pas, parce que, puis encore une fois, d'habitude, je mets l'accent sur le positif, là, mais
puis je vais vous les dire, le positif, il y en a, ok? Mais c'est quand même la vérité du bouquin que j'ai lu, c'est ça. Donc, ne mentons pas. C'est ça, d'autant plus que Moorcock, je l'adore d'un amour profond, mais il était jeune là-dessus, il apprenait son métier, clairement. Il n'y avait pas, tu sais, ses romans subséquents, il n'y a aucun de ces défauts-là. Il y a beaucoup de ses romans plus tard qui sont transcendants, là. J'oublie lequel, mais ceux-là qui se passent à la fin des temps, essentiellement. Je l'ai pleuré quand je l'ai lu, là. Un Alien Heat. C'est carrément des larmes, là, tellement c'était puissant. OK? Bon, ça fait que... Mais là, ici, on n'a pas ça du tout, là. Donc, c'est ça. Puis quand j'ai des chapitres ne fonctionnent pas, ben... Il y a des idées fortes, il y en a beaucoup. D'ailleurs, c'est une des qualités, là. C'est Moorcock, c'est un auteur qui a une imagination truculente et une forte sensibilité. Il est très sensible, OK? Puis il y a le sentiment de la révolte sociale. Il est animé par beaucoup de ces choses-là. Il est plutôt à tendance anti-impérialiste, là, quoi qu'il y ait un astérisque que j'ai mentionné par rapport à ça. Puis bref, c'est ça, il y a ces romans subséquents, il y a une forte saveur anarchiste là, dans plusieurs de ces titres, mais plusieurs de ces romans. Mais ouais, ici, c'est ça, les chapitres ne marchent pas parce qu'il y a ces idées qu'il met en place, mais il passe très très vite, puis plusieurs excellentes idées, mais c'est au milieu d'une phrase en vérité. C'est ça, là, c'est mentionné comme ça, puis après ça, c'est important pour le roman, mais c'est juste c'est pas amené, c'est mal amené, tout est mal préparé, il n'y a pas de rythme, il n'y a pas de sentiment que les choses évoluent vers une direction précise, il n'y a pas d'arc dramatique dans les chapitres en particulier, puis dans le roman au complet aussi. Là, on sent pas on est émoustillé, n'est-ce pas? On est stimulé par des indices, puis par de l'action, puis il y a un crescendo, puis finalement il y a une résolution avec un suspense à la fin pour nous accrocher pour le chapitre suivant. Bon, ce genre de méthode-là, il n'y a rien de ça là-dedans. Tout est garoché n'importe comment. Tout est garoché n'importe comment. Ça fait que tout tombe plus ou moins, tout fait plus ou moins patate. Il n'y a rien qui marche au niveau romanesque. Et il y a beaucoup de problèmes d'écriture de base, là, du style les mots répétés en particulier. C'est surtout celui-là, en fait, mais intelligence, par exemple. Bon, ce n'était pas un problème d'intelligence, point. L'intelligence de X, Y, Z néanmoins ne faisait pas défaut. OK, bon. Normalement, quand on écrit un texte, on essaie de ne pas répéter le même mot, au moins dans le même paragraphe ou deux phrases consécutives, là, ce genre de truc-là. Si tu parles du soleil dans une phrase, ben, tu vas essayer de remplacer ce mot-là. Puis tu parles encore du soleil, ben, il y a toutes sortes de stratégies que tu peux utiliser pour ne pas répéter le mot soleil deux fois. Puis une fois par roman, tu peux le faire parce que c'est un procédé rhétorique de répéter un mot. Mais quand tu le fais continuellement ou assez souvent, que tu répètes les mêmes mots dans le même paragraphe, c'est parce que tu n'as pas fait l'effort. C'est parce que tu es en train d'essayer d'écrire 160 pages en 3 jours, puis ta priorité, c'est de rendre à la fin. C'est ça qui se passe. Donc, la prose à ce niveau-là ne marche pas. En général, quand même, il y a l'exubérance de Moorcock. C'est comme je dis, c'est un gars qui a un côté très chaotique, mais dans le bon sens. Puis je le mentionne parce que c'est, à beaucoup de points de vue, l'inventeur de l'idée de chaos dans le fantasy qu'on connaît, là, comme dans les trucs de Warhammer. Ben, l'imaginaire général du chaos avec les démons, puis les trucs très baroques, les armures très baroques, puis c'est ça, l'esthétique Warhammer vient en énorme partie de Michael Moorcock. Je crois me souvenir carrément, là, de mémoire, que dans Warhammer, le logo du chaos, c'est la fameuse étoile à 8 branches, là. Donc un cercle avec 8 flèches qui vont dans tous les sens. Ben ça vient directement de Michael Moorcock, là. Donc, l'affiliation, elle est directe. Et puis vous voyez, hein, directement direct, ce que je viens de faire, c'est parce que je vous parle, je réfléchis à haute voix. Puis ça, c'est correct. Mais ça, c'est le genre d'erreur qu'il fait continuellement dans son roman. Mais c'est ça, son imagination est truculente, puis c'est un gars intelligent, puis c'est un gars sensible. Puis il y a un passage qui m'a beaucoup ému, parce qu'il y a
il y a la conjointe d'un des personnages qui devient folle, en fait. Puis il y a beaucoup de... C'est très bien senti, ça, en fait, à quel point ça le fait souffrir lui, puis à quel point c'est difficile pour elle. Puis il y a un chapitre en particulier vers la fin, dont c'est la chute. Là, c'est le sujet, c'est le topo général du chapitre, et c'est la chute du chapitre. Puis là, celui-là, émotivement, il fonctionne très bien. Puis la structure fonctionne très bien, puis à la fin, tu le sens vraiment. Puis je pense que c'est ça, tu le sens vraiment, entre autres parce que la chute est méritée. C'est justement la structure, puis l'effort qui a été mis peut-être dans le chapitre, bon, fonctionne mieux, est à la hauteur de son intuition. Puis règle générale, c'est ça, son intuition, son inspiration, elle est là. Mais le savoir-faire, l'artisanat de base de l'écrivain dans ce roman-là, ne s'y trouvent pas, ne sont pas là. Puis encore une fois, c'est intéressant parce qu'il y a d'autres romans avant, écrits plus tôt, où il n'y a pas ces problèmes-là. Donc je ne sais pas si c'est parce que les premiers, il essayait pas de les écrire en une fin de semaine. Peut-être qu'il a commencé ça à peu près à ce moment-là. Je ne le sais pas, peut-être. Il y a toutes sortes d'hypothèses, mais il marche pas, ce roman-là. Puis je pensais, quand je l'avais mis sur ma liste, je l'avais mis sur ma liste de lecture en janvier parce que je pensais que j'allais lire ça en une session de 2-3 heures. Puis j'allais dire, tu sais, il est Moorcock, ta. Je pensais avoir beaucoup de facilité à le lire. Puis, tu sais, je me suis tapé des trucs vraiment lourds en termes d'efforts requis. Là, les lois de Platon, ça aussi, c'était pas facile. Mais si vous me demandiez lequel que j'ai trouvé le plus laborieux entre les 600 pages des lois de Platon, puis les 157 pages de Moorcock ici, de Voyage galactique, je serais bien mal pris de vous dire lequel que j'ai trouvé le plus dur à lire, le plus, disons le mot, pénible à lire. Mais, si vous êtes un fan de Moorcock, il y a quand même, comme je dis, les touches, des touches de sa sensibilité. Si vous avez un gros rhume puis très peu de concentration, ben les problèmes de technique puis de prose que j'ai mentionné, peut-être que vous ne les remarquerez pas. Puis ce qui est le fun dans celui-là, c'est que c'est la première fois dans l'œuvre de Moorcock où il est fait expressément mention du fameux multivers. Donc, en tout cas, c'est ce que j'ai vu mentionné en ligne. Puis, je mets un astérisque là-dessus aussi parce que si je me fie au recensement des œuvres de Moorcock, son premier roman, chronologiquement, c'est The Eternal Champion ou quelque chose comme ça. Ben, le champion éternel, tout le principe, c'est que c'est le même héros à travers tout le multivers, puis Elric est une incarnation de ce héros-là, mais c'est ça, Hawkmoon, c'en est un, Corum, avec la main argentée, etc. Bon, tous ces, Jerry Cornelius, tous ces personnages sont des incarnations du même personnage à travers le multivers. Donc, est-ce que c'est vraiment la première apparition du multivers? Ben, c'est sans doute la première apparition du multivers en tant que concept formellement expliqué. Puis, d'une manière ou d'une autre, c'est un des premiers à mettre ça en place. Là, mettons que, si on compte le champion éternel dont j'ai parlé. Bref, pour conclure, c'est amusant en termes... Si vous êtes un complétiste de Michael Moorcock, c'est mon cas. J'ai un fichier Excel où je compte tout cela que je lis, puis j'ai le projet de tous les lire. Celui-ci était le 39e. Mais ça fait partie de ces titres qu'on est davantage heureux d'avoir lu que pendant qu'on les lit. J'ai pas aimé ça. Mais il y a des trucs cool, puis le chapitre avec la fille qui est folle, là, la conjointe d'un des personnages, ça marche vraiment très, 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 très fort. Puis, avant que j'oublie, là, je passe à un autre titre, mais j'allais oublier le fameux astérisque là, par rapport aux convictions anarchistes de Moorcock, que je ne remets aucunement en question. C'est un gars qui m'est toujours apparu d'une sincérité totale et absolue. Puis c'est un gars que je trouve en partant hyper sympathique. Mais la morale du roman ici, c'est que bon, il y a des galaxies, là, il y a justement le multivers est plus ou moins en train d'entrer en conflit avec lui-même et l'humanité est exilée à une autre galaxie où se trouve une autre race
intelligente. Dans chaque multivers, il y a une race intelligente par galaxie. Et le principe, c'est qu'il faut les exterminer parce qu'il y a il y a juste assez de place pour une des deux races. Puis il y a des passages, des réflexions de quelques lignes, là, pas juste deux mots. Des personnages principaux à l'effet que ben, c'est la survie du plus fort, survival of the fittest, l'expression est carrément employée, et donc il faut avoir aucun scrupule, les scrupules c'était avant, maintenant il faut les exterminer jusqu'au dernier parce que carrément, une partie de l'intrigue c'est que la race des observateurs du cosmos qui surveillent le multivers sont rendus trop vieux et dégénérés comme collectivité, comme race, et donc la nouvelle race élue, c'est la race humaine, bien entendu, qui est appelée à transcender son humanité, et donc ça implique que c'est correct de génocider la race complète d'une galaxie, et puis non seulement ça, puis ce qui est fascinant, c'est que la race en question, elle est heureuse de se faire génocider, elle accepte la soumission totale, je dis génocide, bon, ils s'exilent eux-mêmes en vérité. Ils s'exilent complètement rompus, puis c'est bien rompu psychologiquement et culturellement, puis c'est précisé qu'ils vont jamais venir se venger, bon, etc. Puis, fait qu'ils s'en vont, puis ils laissent la galaxie et en vérité le multivers entre les mains de la race suprême, ici la race humaine. Puis, ça m'a fait penser, puis après ça je passe au reste des lectures, là, mais ça m'a fait penser à Leaving Las Vegas, puis avec Nicolas Cage, qui était un roman à l'origine. Puis j'ai pas vu le film, puis j'ai pas lu le bouquin. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé des vidéos sur le film, puis des entrevues avec différents intervenants qui connaissaient l'écrivain, ou des gens comme ça, là. Euh, Puis j'ai regardé ces vidéos-là parce que dans le roman là, sur lequel je travaille, mon roman dont j'ai fini le premier déjà il n'y a pas longtemps, ben, un des personnages majeurs est un alcoolique. C'est une histoire de fantasy, il y a des pirates, et c'est une histoire de vengeance, et le pirate principal est un alcoolique fini. Puis c'est pas mon cas, et j'avais pas l'expérience de ça, j'avais pas de cadre de référence. Fait que j'étais allé me taper des vidéos sur YouTube, puis j'ai fait des lectures sur Wikipédia, ce genre d'affaires. Là, j'ai fait de la recherche, là, puis pour savoir c'était quoi, bon, puis ok, le delirium tremens, qu'est-ce que ça veut dire. Fait que, puis il parle de Living Las Vegas. Puis j'ai regardé une vidéo d'un ancien alcoolique, en fait un alcoolique, il avait recommencé à boire 2 jours avant la vidéo, je pense. Là. Donc c'est ce genre d'alcoolique-là, alcoolique qui a le délirium tremens, puis les hallucinations, est-ce que tu vois des démons quand tu arrêtes de boire, puis toutes ces affaires-là, lui il avait ça, c'est pour ça que j'ai regardé la vidéo. Puis il dit, puis c'est ça le point, puis c'est ça le propos, puis c'est ça, vous allez voir le lien avec, avec Moorcock ici. Il parle de... Il dit Living Las Vegas, c'est l'histoire d'un alcoolique à ce niveau-là, n'est-ce pas? Qui est un écrivain à Hollywood, un scénariste à Hollywood, mais qui a complètement ruiné sa carrière à cause de l'alcoolisme. Et il se fait racheter son contrat. Il se fait donner un énorme montant d'argent pour acheter son contrat parce qu'il n'est pas capable d'écrire. Il n'est plus capable d'écrire. Puis il se fait virer essentiellement avec un parachute en or et M. Cage va encaisser son chèque et il décide de se suicider par l'alcool. Il va aller à Las Vegas et il va boire jusqu'à temps qu'il en meure, qui est un sale truc. Puis spoilers, divulgachis, ça marche, hein, c'est ça que ça raconte. Puis le roman a été écrit par un gars qui était alcoolique à ce niveau-là, et qui en est mort. Il en est mort pas longtemps avant la sortie du film ou pas longtemps après. Peut-être qu'il s'est suicidé, je me rappelle pas, mais rendu là, ça revient au même. Là. Sa vie était finie. L'alcool avait eu raison de lui. Puis qu'est-ce que l'alcoolique dans la vidéo disait? Puis c'est ça, c'est vers ça où je m'en vais. Là. Il disait, Leaving Las Vegas, c'est le fantasme d'un alcoolique. C'est ça que ça raconte. Il n'y a rien qui est réaliste là-dedans au niveau de ce qui est mis en scène. En particulier le fait qu'il rencontre une prostituée au cœur d'or, bien entendu,
Et la prostituée au cœur d'or l'héberge chez eux, puis évidemment, ils baisent ensemble, puis lui se comporte comme une ordure avec elle, mais finalement, ils se quittent et elle le retrouve, et ils passent une dernière nuit ensemble, et encore une fois, spoilers, là, Leaving Las Vegas. Bon, bref, mettons que je vous dévoile pas complètement comment ça finit, là, mais c'est ça. Là, ok, je vais vous le dire, vous sauterez les 5 prochaines secondes. Là. Il meurt dans ses bras. Ok, c'est ça. L'alcool a raison de lui, puis là, il meurt, puis là, ils sont tout nus dans le lit, puis là, Nicolas Cage alcoolique, puis là, elle pleure, son deuil. Ça. Puis il dit ça, c'est complètement le fantasme d'un alcoolique. Ok, alcoolique à ce niveau-là. C'est que la prostituée au cœur d'or l'héberge, puis ils couchent ensemble, puis elle, tu sais, c'est ça, puis, mais il continue de boire, puis elle est cool avec ça, parce que c'est ça le pacte qu'il fait avec elle. J'accepte aux prostituées qui est super belle, tu sais, puis qui a de l'argent, puis qui va me nourrir, puis qui va coucher avec moi gratis. J'accepte, moi, l'alcoolique fini, qui fait, tu sais, misère à voir, puis qui a le visage gris, puis qui trempe, puis qui shake, là. Okay. J'accepte de condescendre, à passer mon temps avec toi, mais la seule condition, c'est que tu acceptes qu'à aucun moment, tu vas m'empêcher de boire. Puis elle dit, OK. Bon, mais c'est ça, là. OK, la fille qui va t'encourager pendant que tu bois à ce niveau-là, alcoolique, que tu bois ta bouteille de vodka tous les jours, ou ton 2 bouteilles de vodka tous les jours, tu sais, puis qui couche avec toi, puis qui te loge, puis qui te nourrit, puis qui te traite comme sa mère, là, tu sais, ah, mon pauvre bébé. C'est ça le fantasme de l'alcoolique que lui disait, OK? Puis c'est ça que ça raconte, Living Las Vegas. Puis c'est quoi le lien avec Moorcock? Ben, Moorcock, c'est un anarchiste, OK? C'est un anarchiste britannique. Mais le fantasme, c'est quoi? OK? On extermine la galaxie, mais on n'a pas le choix. C'est le cosmos qui nous a mis ça sur les épaules. Puis parce qu'on est la race supérieure, puis survival of the fittest. Puis là, on génocide un peuple, mais il est content de se faire génocider, il demande rien que ça. Puis après ça, il fuit sur une planète en nous jurant que, un, il nous remercie de les avoir génocidés, c'est essentiellement ça qui se produit, ils sont contents, puis ils sont complètement vaincus, puis on les reverra jamais, sauf si on leur demande de revenir. C'est le fantasme britannique par excellence, là. C'est le fantasme de l'Empire britannique. C'est rien que ça que c'est, là. OK? Puis pourquoi est-ce que je le mentionne? Parce que Moorcock, c'est pas un gars, c'est pas un impérialiste du tout dans la vraie vie. Mais il écrit en 3 jours. Fait qu'est-ce qui sort en 3 jours? Les lieux communs de la culture. De sa culture à lui. Pas la culture des Européens, comme disent les Britanniques. Comme pas la culture des Blancs, soi-disant. La culture du peuple anglais. Okay? Pas la culture des Gallois, des Celtes. C'est la culture de sa culture à lui. Tu sais, le lieu commun, puis c'est parce que c'est le même lieu commun que dans Tarzan, OK, ou ces genres d'auteurs-là, c'est le même lieu commun, c'est ça, que chez H.G. Wells, à beaucoup de points de vue, qu'on considère comme socialiste, parce qu'on lit pas trop attentivement, parce que lui disait qu'il était socialiste, mais puis parce qu'on lit pas tous ses textes, là. Mais c'est ça, c'est un impérialiste, H.G. Wells, bon, il y a des... C'est un sujet pour un autre jour, mais c'est ça. Donc ici, ben, qu'est-ce qui met en scène? Je coupe là-dessus, mais il y en aurait long à dire parce qu'il y a d'autres exemples que ça, en particulier dans le cinéma. Dans le cinéma américain, on a ça. Dans le cinéma britannique, on a ça. J'ai vu ça aussi dans le cinéma japonais, de très très intéressant. Je crois avoir vu quelque chose qui ressemble à ça dans le cinéma soviétique. Certainement japonais. Je pense que c'est dans le film Atrango ou quelque chose comme ça. Un film avec un sous-marin volant, là, le titre m'échappe. Atragon. Je crois que ça s'appelle. Ben, c'est ça, l'idée du conquérant, que tout le monde aime un coup qui est conquis, là, que le peuple conquis se rend compte qu'ils sont mieux comme ça, puis qu'ils sont bien contents, puis que tout est oublié, tout est pardonné, puis ils vont jamais se venger, puis ils reconnaissent l'équilibre universel et cosmique du peuple élu au sommet, puis que tout le monde est à sa place. C'est le pur fantasme de l'Empire, ça. Les peuples impériaux se racontent ça. C'est bon, de la même manière que dans l'Antiquité, puis ça va nous amener aux Grecs, là. Aristote puis Platon, c'est du monde bien intentionné. Certainement, Aristote, il n'y a aucun doute que c'est une personne fondamentalement bien intentionnée. Son éthique est formidable, là, mais c'est un esclavagiste, là. Il est ultra esclavagiste. Méprise les femmes, c'est ça. C'est un esclavagiste et on va dire un misogyne, là, c'est pas tout à fait le bon mot, mais
Bon, puis pourquoi? Parce qu'il vient de cette culture-là, puis son cadre de référence à lui, c'est ça, puis même si c'est un gars brillant et transcendant, son cadre de référence, c'est ça. Bon, puis Platon, c'est encore pire. Donc, euh, donc n'oublions pas ce genre de détails. C'est ça. Puis présentement, puis après ça, je passe pour vrai, là, Aristote et Platon, mais présentement, dans le discours anglo-américain, ils sont tout le temps en train de nous dire ça. Nous dire ce que je suis en train de dire là. Mais ça demeure de leur point de vue à eux. C'est ça l'affaire. Ça demeure. Oui, il faut écouter les peuples conquis, mais seulement ceux que nous, on considère dignes de bonne foi. Puis faut être sensible aux autres groupes ethniques, mais groupes ethniques, c'est la couleur de peau. C'est pas les Celtes, hein, c'est pas les Français en Amérique, c'est pas. Parce que ça n'existe pas les autres cultures. Ils sont multiculturalistes, mais il n'y a rien qu'une culture. C'est la leur. T'sais. Puis c'est pas par méchanceté, c'est par aveuglement collectif. Okay? Puis il faut se méfier des concepts qu'on utilise dans la vie de tous les jours parce qu'ils nous viennent de cette culture-là, parce que c'est la culture dominante. Parce qu'ils contrôlent les médias, dans le sens où ils contrôlent le discours médiatique. C'est ça le principe. C'est parce que c'est leur discours qu'on entend nuit et jour depuis 300 ans, en vérité. Donc, ça rentre à la tête à un moment donné. Donc, puis ça rentre à leur tête à eux aussi. Puis c'est ce qu'on voit dans le roman. Puis c'est le genre de détails qu'on remarque chez Philippe Cadic, j'ai vu ça. Chez beaucoup de gens qu'on pourrait à aucun moment accuser d'être des réactionnaires ou des impérialistes ou du mauvais monde, là, du monde gentil, sensible, plutôt anti-autoritaire, mais c'est ça, c'est des structures de pensée, c'est tellement profond, ancré profondément dans la tête des gens que ça domine, ça détermine comment est-ce qu'on pense aux choses, comment est-ce qu'on... Ça détermine comment on interagit avec le monde, puis ça fait que même si on se croit anticolonialiste, on est la quintessence du colonialisme. Puis ça, c'est ce qu'on voit de nos jours. Voilà, Michel Foucault, voilà. On aurait long à dire là-dessus, pourquoi est-ce que les Américains... Bref, je passe à autre chose, là, mais continuons. C'est pas pour rien que les Anglais, les penseurs anglais parlent autant de Michel Foucault, semblent autant fascinés par Michel Foucault, et quand tu lis leur recensement, tu as toujours l'impression qu'ils n'ont rien compris à Michel Foucault. C'est ça, il y a quelque chose qui leur échappe. Okay. Puis, voilà, sujet pour un autre jour, mais c'est directement lié avec ça. Et bon, ensuite on passe à nos lectures philosophiques en tant que telles. C'est ça, dans les 2 dernières semaines, en tout, j'ai lu 7 livres. Et là-dedans, il y a 6 livres de philo. Bon, je dis 6, ça dépend comment est-ce qu'on compte. Mais en gros, c'est ça. Ça pourrait être plus, ça pourrait être... Peu importe, ok. J'ai lu d'abord, il y a 2 groupes. Il y a le pseudo-Aristote et le vrai Aristote. Alors, si vous avez vu l'épisode précédent, je mentionnais que j'avais rajouté des textes à mon corpus de lecture philosophique. Puis la raison est que il existe ce qu'on appelle le corpus aristotélicien, n'est-ce pas, qui est l'ensemble des œuvres d'Aristote, soi-disant, mais c'est un corpus qui a été établi au Moyen Âge, grosso modo, une liste, donc, d'écrits attribués à Aristote. Mais même à l'époque, on croyait, beaucoup de gens remettaient en question, remettant en doute le fait qu'Aristote ait écrit au moins certains de ces textes-là. Et on est pas mal certain, quoiqu'il y a toujours de la polémique pour tous les textes d'Aristote, mais on est pas mal certain aujourd'hui qu'au moins une partie là, non négligeable des traités qui figurent dans la liste du corpus aristotélicien n'ont pas été écrits par Aristote. Puis quand j'avais fait ma liste au début, mon corpus philosophique, là, pourquoi c'est bon, le projet quinquennal, échelonné sur 4-5 ans, j'avais pas mis ces textes-là. Puis là, je les ai rajoutés, parce que j'ai décidé de les lire en cours de route. Puis là, je les ai toutes lues. Je les ai toutes lues, les pseudo-Aristote. Et donc, les pseudo-Aristote, c'est les textes, en gros, qui étaient dans le corpus, mais dont on sait aujourd'hui, où on présume fortement aujourd'hui que c'est pas lui qui les a écrits. Donc, pseudo-Aristote, parce qu'on ne sait pas vraiment avec certitude qui les a écrits. Il y a des hypothèses pour plusieurs, mais personne n'est certain. Et donc, en gros, il y a une série de... Fait que je vais vous dire les titres, mais il y a une raison... L'expérience en a valu la peine.
je suis content de les avoir lus. En gros, il y a un traité de 7 pages que je compte pas comme un livre en soi, qui s'appelle Des vertus et des vices, qui a juste une liste de vertus et de vices. Il y a une série d'essais courts. J'ai pas de copie physique pour ceux-là, là, je les ai lus en PDF. Mais des essais, par exemple, sur la physionomie, donc qu'est-ce que les traits de votre visage révèlent sur votre personnalité, là, carrément, ok, ce genre de truc-là. Il y en avait un qui c'était ça, il y a les traités sur les couleurs, bon, etc. Les traités sur les couleurs, j'en avais parlé parce que je l'avais lu la semaine dernière, j'en ai parlé à ce moment-là. Et en français, c'est publié chez Budé, c'est réparti en trois ou quatre volumes, je crois, ceux-là en particulier, ces essais courts-là dont je parle. Et en anglais, ça a été publié dans les années 30 chez Oxford. Et ça, c'est l'édition que j'ai lue pour les 8 ou 6 ou pour les autres essais que je n'avais pas lus, à part les couleurs, puis les sons, puis tout ça, sur la semaine dernière. Bref, voilà, 230 pages de pur plaisir. Et j'ai lu aussi ce qu'on appelle la Grande Morale, qui est une genre de compilation des traités éthiques, l'éthique à Nicomaque, qui est hyper célèbre, l'éthique à Eudème, qui est l'autre grande éthique là, d'Aristote. Puis les deux sont C qui les a écrits lui-même, c'est pas mal certain, il y a peu de gens qui en mettent ça en doute. Mais c'est ça, là, il y a 4 traités éthiques en tout qui sont associés ou attribués à Aristote ou qui l'ont été à différents moments de l'histoire. Il y en a un qui c'est le fameux Des vertus et des vices dont j'ai parlé, puis l'autre qui est la Grande Morale. Donc, qui était très populaire apparemment à une certaine époque, puis que j'ai bien aimé, sincèrement, j'ai trouvé ça cool, mais j'ai trouvé ça bien intéressant, je soupçonne que c'est parce que l'Éthique à Nicomaque, c'est le premier livre que j'ai lu de tout le projet philosophique, en vérité. Là. C'est par ça que j'ai commencé l'année dernière. Puis c'est certainement le premier livre d'Aristote que j'ai lu au complet, à part la poétique à l'université, mais ça, je le compte pas. Et Aristote, il y a une manière d'écrire pas évidente, là, puis ça prend un effort, puis ça prend un bout de temps avant de s'habituer à la manière que c'est écrit. Puis en plus, bon, c'est traduit, c'est difficile à traduire Aristote. Et donc, il est bien possible qu'il y ait des trucs très cool et très intéressants que j'ai trouvés dans la Grande Morale, qui sont en vérité directement piqués de éthique à Nicomaque et éthique à Eudème. Mais pour cette raison-là, en vérité, si vous n'avez lu aucun de ces livres, même si c'est pas vraiment de Aristote, la Grande Morale, ça vaut la peine de lire. Puis le dernier, non c'est ça, rhétorique, oui, le dernier traité que j'ai lu, qui était associé en vérité des traités de rhétorique, le dernier traité du pseudo-Aristote que j'ai lu, c'est la rhétorique à Alexandre. Puis ça c'est intéressant parce que le principe c'est que Alexandre c'est Alexandre le Grand, hein, carrément le conquérant là. Et Aristote était le précepteur, l'enseignant, le maître d'Alexandre le Grand. Ça fait qu'il y avait un bon prof, Alexandre. Et la rhétorique à Alexandre commence par une lettre qu'Aristote écrit à Alexandre pour lui dire mon très cher élève, voici, tu m'avais demandé des trucs pour les discours, puis comment parler en public, puis bon, etc., etc. Je t'envoie ça avec des trucs et astuces, etc. Bon, puis plage splendide, temps superbe, prends soin de toi, bisous, bisous, Aristote. Mais c'est un faux. C'est un faux, cette lettre-là. On le sait pas mal avec certitude. Et le traité de rhétorique d'Alexandre, bien que très intéressant et somme toute bien écrit et assez proche au niveau de à plusieurs points de vue superficiels, assez proche de la rhétorique d'Aristote, qu'on a lu il n'y a pas très longtemps. Eh bien, au niveau du contenu, en fait, c'est complètement d'autre chose. Puis au niveau du contenu, particulièrement et précisément au niveau éthique. Parce qu'en gros, la différence entre la rhétorique d'Aristote en tant que telle, puis la rhétorique à Alexandre, donc c'est écrit apocryphe, faussement attribué à Aristote, c'est que dans la rhétorique d'Aristote, il nous dit que
Utiliser des procédés rhétoriques pour convaincre les gens de choses qui ne sont pas vraies, puis dont on sait qu'elles ne sont pas vraies, c'est très mal. Il nous dit quand même comment le faire, parce qu'il faut le savoir, en bonne partie pour ne pas se faire jouer des tours. Mais il dit c'est très mal là, de faire ça, il ne faut pas faire ça. Et puis la rhétorique d'Alexandre, au contraire, il est tout le temps en train de dire comment faire ça. C'est ça l'esprit de son traité. Voici ce que tu sais, si tu as un mensonge à dire, voici comment le dire. Puis si tu vois que l'autre en face est en train de raconter le même mensonge, ben traite-le d'homme indigne et de gars fourbe, et utilise telle insulte, mais il vient de te dire comment le faire si c'est toi, puis comment contre-attaquer si l'autre t'accuse de fourberie et d'être un mauvais homme et toutes ces choses. Donc c'est ça, il n'y a aucun scrupule à aucun moment, là. Puis c'est intéressant en plus parce que une énorme partie du traité ne concerne pas les discours politiques et publics, mais plutôt les procès, les fameux procès à Athènes, qui est un sujet en soi, mais les grandes lignes, c'est que à l'époque dorée de la République athénienne, eh bien, tu n'as pas le droit d'avoir d'avocat, en vérité. Puis il y a des procès, il y a des tribunaux, il y a des juges, et je crois qu'en général, les juges sont tirés au hasard. C'est quelque chose que j'ai revu très souvent, je l'ai vu encore cette semaine. Je mets un point d'interrogation parce qu'il faudrait vérifier que c'est tout le temps comme ça, puis que c'était à ce moment-là précis. Mais c'était plutôt la règle générale. Je voudrais vérifier une dernière fois avant de le mettre par écrit, mettons. Okay. Mais pour là, la pratique normale dans la République athénienne semble avoir été que les juges étaient tirés au sort parmi les citoyens, les 40 000 citoyens que comptait Athènes à la haute époque. Et donc les hommes libres, majeurs, qui sont capables de faire leur service militaire. C'est ça les critères. Et fait que quand ils se traitaient en procès, ce qui arrivait assez régulièrement, les juges, les jurés, tout ça, c'était des citoyens. Et toi, il fallait que tu te présentes devant tout le monde et que tu plaides ta propre cause. Okay? Puis tu n'avais pas le droit d'écrire ton discours à l'avance. C'était très, très, très mal vu. Et tu n'avais pas le droit d'engager quelqu'un, etc., etc. Mais il y avait des manières de contourner la loi, puis les gens le faisaient. Puis le traité ici, le traité de rhétorique, nous dit d'une part que les gens trouvent que c'est ignoble et répréhensible d'engager un avocat ou quelqu'un pour écrire un discours, mais il te dit quand même comment le faire, puis comment répondre aux gens qui t'accusent d'être ignoble, ce que selon les critères de l'époque c'était. Okay? Puis le truc qu'il utilise, si j'ai bien compris, c'est une passe-passe de sophistique de la plus pure mauvaise foi imaginable. C'est jouer sur le sens d'un mot en disant, c'est à peu près l'équivalent de, tu cours en direction de quelqu'un avec ton poing, puis s'il se tasse pas, comme dans les Simpsons, s'il se tasse pas, c'est sa faute à lui s'il mange un coup de poing. Okay? C'est ce niveau-là d'honnêteté intellectuelle. Bon, fait que c'est intéressant pour ça, mais dernier truc que je dis sur celui-ci, c'est que sur la rhétorique à Alexandre, c'est que ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point les astuces de mauvaise foi rhétorique n'ont pas changé, en vérité, depuis l'Antiquité, et c'est notre pain quotidien à tous les jours. Dans les médias, dans les journaux, aux émissions de variété, là, quand il y avait des politiciens ou des... peu importe, là, des gens comme ça, puis même des monsieur, madame, tout le monde, selon la raison pour laquelle on l'invite, c'est très souvent ce genre d'arguments-là. Certainement, les assemblées législatives, là, quand on voit les débats des chefs, ou des débats des chefs, certainement, mais quand un politicien, c'est ça, fait son discours, ou les périodes de questions, quand il vient à la télé pour nous expliquer pourquoi hausser les impôts, baisser les impôts, envahir tel pays, pourquoi il faut couper tel service, hausser l'immigration, baisser l'immigration. C'est tout le temps des procédés comme ça qu'ils utilisent. Il n'y en a pas de bonne foi, grosso modo. Il n'y en a juste pas. Okay? Puis tu vois la facilité avec laquelle on est manipulé. Okay?
Puis ça, c'est l'utilité de lire ça. Euh, la version courte, c'est ça. Puis, règle générale, tous ces traités-là, je les ai trouvés, les traités, encore une fois, du pseudo-Aristote, même s'il y en a des fastidieux, il y en a des plutôt plates, mais généralement, ils sont assez courts. Ça vaut la peine de les lire pour un paquet de raisons. Il y a toujours quelque chose d'utile, finalement, ne serait-ce qu'au niveau méta, là, quelque chose que ça nous apprend sur la culture grecque, puis à cause des parallèles, justement, qu'on peut tracer avec notre propre société, même s'il faut se méfier, justement, des parallèles, parce que la culture est très différente. Puis, règle générale, beaucoup des parallèles qu'on fait, on se trompe souvent parce qu'on ignore à quel point la culture est différente. Le truc d'avocat que j'ai mentionné, par exemple. Le mot démocratie ne veut pas dire la même chose pour eux autres, etc., etc. Mais, somme toute, il y a quand même beaucoup, beaucoup de points de comparaison. Puis, bref, c'est toujours intéressant. Ça fait que je suis content de les avoir lus, finalement, les pseudo-Aristote. Puis le traité rhétorique à Alexandre, ça vaut la peine, encore une fois. C'est à peu près comme, c'est presque comme lire Le Prince de Machiavel, ce qu'on va lire plus tard dans le courant de l'année quand on sera rendu à la Renaissance. Puis ça nous amène aux trois autres livres que j'ai lus cette semaine. Je vais être, en fait, c'est deux. Les deux autres livres que j'ai lus d'Aristote cette semaine. J'avais compté trois, mais j'avais mis La Grande Morale deux fois. Ça veut dire que j'ai lu 6 livres, pas 7, mais en tout cas, les parties des animaux d'Aristote et les météorologiques. Donc, je vais être bref, pour vrai, sur ceux-là. J'ai aimé ça, j'ai trouvé ça cool, je suis content de les avoir lus. Je recommanderais la lecture, oui, j'en recommanderais la lecture, mais pas en premier. OK. Il y a bien d'autres textes d'Aristote que je recommanderais avant de lire ces deux-là. Il y en a un qui est, bon, la partie des animaux, c'est un traité de zoologie, comme son titre l'indique. Puis, un des 5 traités de zoologie qu'Aristote a écrit, c'est un sujet qui l'intéressait beaucoup. Puis, l'intérêt des traités de zoologie, c'est qu'il applique sa méthode proto-scientifique, essentiellement, qui met de l'avant dans l'organon, c'est un traité de logique, là, le premier analytique, deuxième analytique, etc. Des catégories, bon, tout ça. Il applique en gros sa méthode à la zoologie, puis des fois ça marche pas du tout, mais des fois ça marche très bien. Puis en gros, ce qu'il fait, c'est il observe il observe sur le terrain. Il parle de vivisection puis de dissection. Donc, au moins sur les animaux, donc clairement, c'est des trucs qui se faisaient. Vivisection, il y a des questions, je suis pas entièrement certain. C'est très probable, en fait, basé sur la manière dont on en parle, mais dissection, c'est certain. Il parle vraiment de trucs précis sur les organes. Puis encore une fois, des fois, il dit des trucs pas vrais, qu'il y a un os dans le cœur du bœuf et du cheval, par exemple. Bon, c'est pas le cas, mais à ma connaissance, là. Mais très souvent, c'est vrai. Puis, puis c'est intéressant de voir où ça marche puis où ça marche pas, finalement. Puis ça marche plus qu'on croirait. Mais encore une fois, c'est utile de lire quelque chose comme les parties des animaux, mais il y a bien d'autres traités que je lirai avant celui-là. Je ferai peut-être une vidéo à part, parce que je me suis fait une liste de 7 traités pour moi-même, ceux que j'ai l'intention de relire en priorité, le traité de l'âme, etc. Ça fait que je ferai peut-être une vidéo spéciale, juste pour faire la liste là, des plus grands succès d'Aristote. Par quoi je commencerais si j'avais à lire Aristote de zéro essentiellement. Bon. Mais, puis l'autre traité que j'ai lu, c'est les météorologiques, celui-ci. OK, météorologique, donc, dans l'excellente traduction de Jules Tricot, que j'aime beaucoup, un gars très très chouette, qui a traduit la plupart des Aristotes qu'on trouve chez Vrin, cet éditeur-là, qui est la librairie philosophique, là, c'est leur spécialité vraiment. Là, bon. Je n'ai pas noté la citation exacte, mais je crois me souvenir que dans l'introduction, M. Tricot lui-même nous dit que non, celui-là, vous pouvez le sauter, vous manquez rien. Ça fait que quand même, le gars qui écrit la préface vous dit celui-là, vous n'êtes pas obligé de le lire, c'est parce que. Mais je suis content de l'avoir lu. Puis la raison pour laquelle il y a vraiment quelque chose d'utile là-dedans, en vérité, c'est que tous les traités. Ça, c'est un traité de physique. Hein, c'est
quatre, je pense qu'on peut dire, traités de physique. Là. La physique, il y a Génération et corruption, c'en est un. Traité du ciel, c'en est un. Ça fait quatre. Puis, bref, là, je pense que j'en oublie un quand même. Mais bon, sa série de traités de physique, ben, très, très, très souvent, il parle de la théorie des éléments. Le feu, l'eau, l'air et la terre. Puis, la théorie des éléments, un détail qu'on connaît moins en général, c'est que les éléments eux-mêmes sont constitués de principes. Il y a quelque chose avant les éléments. Les éléments eux-mêmes sont formés de quelque chose d'autre. Puis c'est quelque chose d'autre-là, c'est le chaud, le sec, le chaud, le froid, le sec et l'humide. Donc en gros, c'est ça. Puis comme l'eau est froide et humide, le feu est chaud et sec. Okay? Puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il nous explique ça et il nous explique quelles sont les propriétés du chaud, du froid, du sec, etc. Donc il rentre dans le livre 3, je pense que c'est. Donc la dernière partie, en tout cas, des météorologiques, il rentre plus dans le détail de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'ils font exactement les éléments. Puis ça, c'est important et utile, d'une part, parce que lui, Aristote, est toujours en train de faire référence à ça. C'est ça la grille qu'il utilise pour expliquer la physique. Puis, ben, ça marche pas du tout, évidemment, parce que ça marche juste pas. Mais mais c'est quand même intéressant de savoir c'est quoi le raisonnement derrière ça, parce que ça fonctionne plus ou moins par analogie, là. Donc le chaud et c'est ça. Le show crée la vie, essentiellement. Il fonctionne par des genres de rapprochement plus ou moins poétiques, somme toute. Puis, mon intuition, mon hypothèse là-dedans, c'est qu'en vérité, on est un peu dans un phénomène comparable à ce que Kant dit, n'est-ce pas, dans la critique de la raison pure, que je n'ai pas encore lu au complet, mais le principe qu'il dit est que on voit dans le monde, on voit le monde à travers les mécanismes de base de notre cerveau, en gros. Okay? Puis ces deux mécanismes-là de base, d'après Kant, d'après ce que j'en ai compris, là, en gros, je pense que c'est pas mal juste, mais je vous en reparlerai en fin d'année quand on aura lu Kant. Ça va être le fun. Ça, j'ai vraiment hâte. Mais en gros, c'est le temps et l'espace. Le temps et l'espace sont littéralement des vues de l'esprit. Mais c'est les vues de l'esprit que l'esprit utilise pour mettre en place les phénomènes, pour les organiser, pour créer du sens. En gros, c'est ça le concept. Fait que c'est ça. Et je soupçonne que les éléments font la même chose, mais par rapport à l'esprit lui-même, en fait. Que la raison pour laquelle la notion d'élément a été aussi utile et aussi utilisée pendant si longtemps, pendant l'Antiquité, c'est que ça correspond encore une fois à quelque chose dans la psyché, en fait. Puis la piste qui m'a mené vers cette hypothèse-là, c'est qu'en astrologie, puis en alchimie, etc., ben, ce sont des concepts qui sont encore utilisés régulièrement, puis la théorie de ces concepts-là repose sur cette grille d'analyse-là, avec les éléments, le chaud, le froid, le chaud, le sec, etc. Et puis on est tous d'accord que l'alchimie, transformer le plomb en or au niveau chimique, ça n'a pas vraiment de bon sens. Quoi qu'à part, ça, là, on est vraiment au-delà du réel, ce que je vais vous dire. Mais moi, j'ai vu du monde qui avait l'air pas farfelu du tout, dire, écoutez, moi, je l'ai essayé, je l'ai fait, puis ça a marché. Il y a quelque chose au niveau physique. Israël Regardi qui a écrit sur l'alchimie, bon, tout ça. Il y a des gens qui vont vous dire ça, qui sont pas farfelus, puis j'en ai même déjà rencontré. Là. Il y a un truc, là, OK? Mais il y a personne qui prétend qu'on va se mettre riche avec ça. On va dire ça de même. Puis, parce que le but de l'alchimie, puis ça, les alchimistes vous le disaient à l'époque, là, okay, si vous lisez Les Noces alchimiques là, je pense, Christian Rosenkreuz, c'est carrément, c'est ça que ça raconte. C'est ça le message principal en bonne partie. C'est ça. C'est qu'il y a deux types d'alchimistes. Il y a ceux qui pensent que ça a rapport avec quelque chose de physique, puis ceux qui comprennent que tout ça, c'est une métaphore par rapport à la psyché, puis par rapport à entraîner la psyché, faire évoluer ta psyché, réaligner ta psyché pour qu'elle soit mieux adaptée à
pour qu'elle soit mieux adaptée à ce qu'elle est censée être, essentiellement, pour qu'elle soit, mieux alignée, puis ces genres de trucs-là. Bon. Puis, ben, dans ce contexte-là, si on se dit, OK, ben, les éléments sont utilisés dans un contexte psychologique, ben, puis ça correspond à la volonté, aux émotions, des trucs comme ça, ben là, ouais, ça marche, là. Ça marche pas mal mieux, disons. OK? Puis, donc voilà, puis je prépare une vidéo, là, j'ai déjà parlé à plusieurs reprises là, sur Lovecraft, le mythe de Cthulhu et la fonction archétypale des mythes de Cthulhu, du mythe de Cthulhu, puis etc., Yog-Sothoth, puis j'utilise entre autres là, les éléments pour cette raison-là. OK. Bon, puis l'astrologie, c'est pareil, c'est le même principe. L'astrologie, pour gouverner ta vie, bon, moi, j'y crois pas tellement, etc. Mais comme gré d'analyse, l'astrologie, là, c'est en vérité, quand tu connais bien le sujet, c'est très utile pour comprendre des phénomènes psychiques. Version courte. Okay? Puis encore une fois, c'est un autre système qui repose entre autres sur les éléments, puis ces genres de trucs-là, les éléments, l'eau, le feu, etc., l'air, bon, la terre. Voilà le principe général. Donc, pour toutes ces raisons-là, okay, ben, tous les traités de physique d'Aristote concernent les éléments, puis comment est-ce qu'ils s'appliquent, puis comment est-ce que ça s'applique à des phénomènes physiques. Ici, il utilise météorologique, c'est les météores, justement. C'est les phénomènes, peu importe, ça correspond à un truc dans son univers à lui, dans sa manière de voir le monde. Il y a la Terre, il y a le ciel, puis il y a l'espace entre les deux. Ben, c'est tout ce qui se passe dans l'espace entre les deux, les météorologiques. Donc, c'est les météores, les étoiles filantes, etc. Mais c'est aussi le vent, puis bon, puis il y a un assez long développement sur les marées, en fait, là. Puis, puis lui, son hypothèse, c'est que les vents fonctionnent exactement comme les marées, en fait. Puis c'est le soleil qui envoie de la chaleur, puis c'est ça qui provoque, en gros, le mouvement, puis qui crée les modifications. Puis il y a des sources de vent comme des sources de rivières puis d'océans essentiellement, puis qu'en vérité c'est la même chose, là c'est la même source plus ou moins, là c'est un peu l'idée générale, sauf que dans telle circonstance ça devient une marée, puis dans telle circonstance ça devient un vent. Donc dans telle circonstance la pression fait que, ou la chaleur, l'énergie fait que de l'eau est produite, puis là ça devient une marée, puis dans d'autres circonstances, de l'air est produit, donc eau, air, les éléments, et le soleil étant le feu ici, et donc ça crée des vents dans le deuxième cas, bon, etc. Puis tout ça, encore une fois, ça marche pas, on est d'accord, au niveau physico-physique, ça marche pas du tout. Puis en plus de ça, c'est assez difficile à suivre ces raisonnements des fois parce qu'ils utilisent cette méthode d'éléments, cette grille d'analyse, puis où, encore une fois, tout est plus ou moins basé sur l'intuition, puis le rapprochement allégorique de, ouais, ok, le feu est chaud et ça brûle, et donc, le sang a du feu parce qu'il est chaud. Ok, des trucs comme ça. Bon. Puis ça, c'est bien important, la chaleur dans la nutrition, d'après Aristote, puis le feu de l'estomac, mais c'est pas l'acide, c'est pas les acides, c'est la chaleur. Bon. Fait qu'il est toujours en train de parler de trucs comme ça, puis c'est dur à comprendre de quoi il parle, parce que le code de référence est vraiment, encore une fois, hyper différent. Puis, parce qu'il l'explique très bien dans le dernier tiers de ce roman, pas de ce roman, mais de ce traité, les météorologiques, ben ça vaut la peine de lire pour ça. C'est plutôt bien expliqué, finalement. Même si faudrait que je le relise encore une fois, puis ça tient pas la route, là. Ça ne tient pas la route. Puis c'est intéressant de voir à quel point il remet jamais ça en question. Ça, il y a une question fascinante, là. Comment ça se fait que, pareil comme pour l'esclavage, à aucun moment Aristote remet en question la théorie des éléments. Puis ça me fait... C'est pas un argument décisif, mais c'est un autre phénomène qui rajoute du poids, je pense, à l'idée qu'il y a quelque chose là-dedans qui correspond à un système d'organisation, donc les éléments, que notre psyché trouve satisfaisante. Okay. Puis parce que il y a 4 éléments plus l'éther, le 5e, et donc c'est 2 paires de 2 qui sont en opposition,
Notre mental adore ça, là. C'est comme le biscuit Oreo de notre mental, ça. Deux divisions de deux, là. OK? Il vit pour ça, le cerveau. OK? Puis là, il y en a un cinquième parce qu'il voit bien que ça marche pas. Fait que le cinquième, c'est l'éther qui unifie tout ça. Fait que ça aussi, pour le mental, c'est satisfaisant parce qu'il voit qu'il y a une exception, mais il crée un truc, un ensemble qui le recoupe plus ou moins. Ce genre de truc-là. Il y a quelque chose là-dedans qui m'apparaît, encore une fois, utile quand vient le moment d'utiliser la psyché pour comprendre la psyché, comprendre le mental, pour comprendre le mental, mais non seulement le mental, mais aussi la partie intuitive, puis la partie émotive. Là. Donc, en particulier, quelle est la limite de ce que le mental peut comprendre au niveau du non-rationnel, du langage des rêves, etc. Okay, ben, puis l'idée est que les éléments peuvent nous servir de pistes, de langage pour interagir avec ça. C'est l'idée générale. Donc, pour toutes ces raisons-là, encore une fois, c'est intéressant. Puis si vous vous intéressez à bon, l'astrologie ou l'alchimie, hein, ça, vous allez lire ça avec grand intérêt, en particulier, encore une fois, surtout le troisième livre, ouais, c'est ça, c'est le troisième. Laissez-moi vérifier, je ne vais pas dire n'importe quoi, là. Non, c'est le quatrième. Puis le dernier livre, c'est le quatrième. Bref, lisez-les si c'est le genre de truc qui vous intéresse, mais c'est pas les Aristote à lire en priorité. Puis ça m'amène à... Mais ça, c'est ce que j'ai lu cette semaine, dans les 2 dernières semaines, en vérité. J'avais prévu lire 3000 pages et j'en ai lu 1600. J'avais l'objectif de lire 3400 pages. J'en ai lu même pas la moitié, donc 1600. Et donc, je suis en retard. Je sais pas grave. Je vais me rattraper. Mais, qu'est-ce qu'il me reste à lire? Ben, j'espérais avoir fini Aristote en date d'aujourd'hui. Mais il m'en reste 3, en l'occurrence. Et je les ai tous les 3 commencés. Fait que je suis en train de lire ça maintenant. Là, je passe à ce que je suis en train de lire maintenant. Ce que je vais lire dans les prochains jours. Puis après ça, ça va être notre conclusion. Voici ce que je suis en train de lire maintenant. Donc, l'histoire des animaux d'Aristote. Celui-là, c'est pas pour rien que je l'ai remis à plus tard. C'est sympathique. Puis c'est sympathique. Mais qu'est-ce que c'est? C'est 400 pages de description d'animaux. Puis c'est le fun de voir la logique d'Aristote là-dedans, parce que l'idée, c'est comment est-ce qu'on groupe les animaux? C'est quoi la meilleure manière de catégoriser les animaux? Puis est-ce qu'on devrait commencer par les parties que tous les animaux ont en commun ou pas? Puis c'est ce qu'il finit par faire. Il dit, OK, ben, les animaux marins ont généralement pas de sang, sauf telle exception. Il y a les animaux qui pondent des œufs, il y en a qui mettent au monde un animal au complet, mais il y a des intermédiaires, en fait. Là, il y a des animaux qui pondent des œufs, mais l'œuf éclot à l'intérieur d'eux-mêmes, bon, etc. Puis là, il crée des catégories pour toutes ces espèces-là, puis il fait puis là, il décrit les différentes espèces, puis il dit, oui, mais celle-ci, elle est comme ça et comme ça, mais en général, toutes les espèces qui ont ça et ça ont cette troisième qualité, mais on connaît un type d'animal qui fait exception pour telle raison. Puis des fois même, il parle d'animaux dont lui croit qu'ils ne sont pas vrais. Souvent, il a raison aussi. Des trucs qui sont mentionnés en Hérodote, par exemple. Quand il va en Égypte, Hérodote, il parle du phénix, là, carrément. Le phénix, là, la description du phénix, on trouve ça chez Hérodote. Donc, qui s'embrase et qui renaît, là. Bon, voilà, en gros, on a ça chez Hérodote. Fait bon, il parle de ce genre de créatures-là, des fois, Aristote, puis pour dire, ouais, OK, il y a le serpent volant d'Égypte, bon, puis qui sait, dans le cas du serpent volant, peut-être que c'est un vrai, des fois, c'est des vrais animaux. Il parle d'un animal légendaire là-dedans qui porte un nom, j'oublie lequel, un nom grec compliqué. Puis, ouais, il y a 3 rangées de dents, puis ça coûtait, il est rouge, puis tout ça. Puis en vérité, l'animal dont il parle, c'est le tigre. En fait, c'est précisé dans les notes. Puis pourquoi est-ce qu'on dit qu'il y a 3 rangées de dents, puis tout ça? Parce qu'il est tellement épeurant. Il faisait tellement peur aux gens, il est tellement dangereux, le tigre, que... rendu au moment où Aristote en entend parler, il y a eu le phénomène du téléphone indien, là, puis ça s'est amplifié en cours de route, là.
Mais bref, c'est intéressant, mais il n'y a pas de réflexion, là. C'est un catalogue, là. C'est justement une histoire dans le sens de l'Antiquité, qui est c'est ça, un recensement plus ou moins encyclopédique là, de faits et de détails sur un sujet. Ici, les animaux. Écoute, je le lis parce que je les lis toutes, puis c'est ça le projet. Puis c'est 400 pages, puis je le lis un peu vite, tu sais, parce que c'est le fun, mais, tu sais, c'est pas les genres de sujets philosophiques, si on veut, moi, qui m'intéressent. Là. C'est pertinent, c'est intéressant que ça existe, il y a des trucs cool comme objet, là, ouais, c'est ça. J'ai pas besoin de faire de. Tu sais, c'est pas la métaphysique des mœurs, là. C'est rien de ça, là. Bon. Fait que je suis en train de lire ça. J'ai commencé, il me reste 300 pages. Il reste les petits traités d'histoire naturelle là, que je suis en train de... J'ai commencé l'introduction, ça c'est 8 traités assez courts, comme le titre l'indique, sur toutes sortes de sujets. Ceux-là sont généralement, contrairement aux autres dont je parlais, considérés comme vraiment d'Aristote. C'est des trucs comme la respiration, la mémoire, bon, etc. Puis, bon, règle générale, tous ces traités-là, encore une fois, reposent sur les éléments, puis des trucs comme ça. Il y a des gros aspects, là, des hypothèses d'Aristote qui reposent sur sa manière de voir la science. Mais règle générale, c'est toujours quand même assez intéressant. Puis, dernier truc que je dis là-dessus, c'est que j'ai mieux compris, il y a un effet d'accumulation positif. Là. Puis à un moment donné, j'ai compris que c'est une culture d'avocat. C'est une culture où tout le monde est avocat. C'est une culture où tout le monde plaide sa cause pour convaincre les autres. Puis les Grecs anciens. Puis non seulement ça, mais c'est une culture où tout le monde sait que c'est ça. Puis elle a la différence avec nous autres. Puis ça veut dire que quand ils mettent de l'avant leur théorie, parfois fumeuse, parfois discutable, ben, ils sont pas tout le temps en train de te dire il y a des points d'interrogation ici, puis je suis pas certain. Des fois, Aristote le fait. En règle générale, là-dessus, puis ça aussi, ça m'a plus ou moins induit en erreur, parce que assez souvent, Aristote, il met les nuances où il faut les mettre. Il va quand même te dire, règle générale, pourquoi il pense qu'il a raison. Bon, Pythagore disait X, tel autre Démocrite disait Y, et voici pourquoi ça a de l'allure, mais voici pourquoi ils ont tort, et voici ce qui se passe réellement. Mais quand il dit que voici ce qui se passe réellement, nous, on le lit comme un énoncé de certitude, parce que c'est présenté comme ça. Mais je soupçonne que c'est une erreur de lecture, ça. Que c'était pas conçu comme ça à l'époque. Que tout le monde savait bien que c'était une certitude de rhétorique, là, justement. C'était un procédé partant de l'idée que les gens allaient utiliser leur propre discernement, ultimement. Que toi, tu présentes ce que tu penses qui est arrivé, ce que tu penses qui est vrai, selon ton principe de raisonnement. Mais, fait que tu dis, voici, il est arrivé ça, 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 puis ça. Okay? Comme si tu résumais ton dossier en cours, là, ta plainte ou ta défense devant les juges. Là, okay? Fait que tu dis, oui, ça, puis ça. Je suis certain. Mais c'est un procédé rhétorique. Voilà. Donc, puis je pense que si on le prend comme ça excuse pas mal. Ça me fait avoir certainement un peu plus d'indulgence par rapport au côté assez farfelu, finalement, de beaucoup des choses qui sont mises de l'avant au niveau physique chez Aristote. Puis c'est ça, je pense que c'est bon de garder ça à l'esprit, puis je soupçonne que quand est venu le temps de remettre en question la physique d'Aristote au moment de la Renaissance, là, chez Bacon en particulier, le Novum Organum, puis plus tard, bon, Descartes, etc., on va les lire bientôt, là, d'ici quelques mois, on va être rendu là. Mais je me demande à quel point ça n'a pas été un peu ignoré, ce détail-là, que il y a moins de certitude qu'il n'y paraît, puis etc., etc., etc. Fait que c'est intéressant pour ça, encore une fois, pour la mise en abîme, puis pour les nombreuses pistes que ça ouvre par rapport à notre manière de parler sur la place publique, puis de nous faire parler sur la place publique. À notre époque. Bref, sujet pour un autre jour. Dernier Aristote, puis là, après ça, j'achève, j'ai presque fini. Lui, c'est la fameuse métaphysique.
Puis pareil, comme quand tu manges un gâteau avec une cerise, tu finis par la cerise, et quand tu manges une assiette délicieuse, tu laisses le meilleur morceau pour la fin. Ben, je me suis gardé la métaphysique pour la fin, mais parce que je ne pouvais pas attendre. J'ai l'édition ici chez Vrin en 2 tomes. Il y a 2 éditions. Celle-ci, c'est une réédition de la première. Ils ont changé la traduction. Bref, là, c'est des détails importants, mais on en reparlera le moment venu. Mais tout ça pour dire que ça, c'est l'édition Bon Marché, et c'est celle que j'ai. J'ai lu le premier tome dans le temps des fêtes, et j'ai beaucoup aimé ça. Et c'est un autre bon exemple de comment est-ce que la métaphysique, ça ne veut pas dire qu'est-ce qu'on pense que ça veut dire. Bon. Puis, on en reparlera davantage quand j'aurai lu celui-ci, qui est le dernier Aristote que je vais lire dans le corpus, dans cette première passe. Étant entendu qu'il y en a beaucoup là-dedans que je vais relire plusieurs fois, si ça se trouve. Je suis vraiment tombé en amour avec Aristote, c'est vraiment merveilleux. Puis, donc voilà, on va finir avec la métaphysique quand j'aurai lu les 2 autres. Puis ça me motive à lire ceux-là. Il faut bien se motiver comme on peut. Donc voilà. Après ça, quand j'aurai lu la métaphysique, puis j'aurai fini le corpus aristotélicien, on va faire une petite lecture rapide et légère de Heidegger, interprétation phénoménologique de Aristote, parce qu'un des objectifs, c'est de lire Heidegger. En ce qui me concerne, ça fait que je vais lire ça parce que c'est dans le sujet. Puis, je suis curieux de voir à quel point je vais avoir plus de facilité à comprendre ce dont il parle. Heidegger, évidemment, réputé comme étant un auteur difficile à comprendre. C'est notoirement difficile à comprendre. Puis, bon, ici, c'est quand même un de ses premiers textes, là, c'est avant les années 50, le fameux tournant, là, années 45, 30, 40, 50, dépendamment de ce qu'on... Bon, peu importe. C'est à l'époque où il était relativement plus facile à comprendre qu'après, mais je pense quand même que mon hypothèse basée sur ce que j'ai vu avec Kant, là, certainement à date, c'est que ça va être plus facile à comprendre, un petit peu toujours. Mais on verra, rendu là, d'ici une couple de semaines, je devrais avoir lu celui-ci. J'en parlerai donc sur la chaîne, et quand ça sera fait, ben, on aura fini le Platon Aristote, puis là, on va passer à notre menu principal pour le mois de février, dans le projet philosophique, qui est les stoïciens. J'ai déjà commencé un petit peu celui-ci aussi, là, c'est l'édition que j'utilise. Donc, les stoïciens, ça c'est le Pléiade. J'ai rajouté quelques textes, en particulier de Cicéron, en particulier sur la rhétorique, parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Donc, les stoïciens, on va lire les Anéades de Plotin. Donc, on en reparlera en temps et lieu. Ça aussi, j'ai un petit peu commencé, mais on en reparlera une autre fois. On va finir de lire les histoires d'Hérodote, que j'ai aussi commencé, mais je pense bien loin, donc c'est ça, l'histoire d'Hérodote, puis après ça, on va faire l'histoire, la guerre du Péloponnèse de Thucydide. Ça, j'ai vraiment hâte, parce que je suis très curieux de voir à quel point on peut comparer avec la situation actuelle de ce qui se passe, parce que c'est l'histoire d'une république corrompue qui s'effondre à cause, entre autres, de ses guerres impériales, n'est-ce pas? Puis à cause de son empire. C'est l'effondrement d'une république corrompue par son propre empire, grosso modo. C'était plus ou moins ça. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Puis, ben, quand on l'aura lu, on pourra en parler, mais ça, j'ai vraiment hâte. Ça fait un bout que je veux lire la guerre du Péloponnèse, mais parce que ça se passe après Hérodote, il faut finir Hérodote avant. C'est très amusant aussi, Hérodote. Il y a des rapprochements à faire au niveau de l'hubris impériale, parce que tous les empires, généralement, s'effondrent toujours par eux-mêmes. Il y a des exceptions, mais ça a tendance à être ça qui se produit. Puis des petits actes ont des grosses conséquences sur le long terme, etc., etc. Puis c'est entre autres ce que raconte Hérodote, mais de manière détournée. Fait que tout ça, on en reparlera au courant du mois de février. Et les 2 derniers textes au programme pour ce mois, c'est l'Odyssée, que j'ai toujours pas lu, d'Homère,
qui n'est pas exactement un texte philosophique, mais qui est pas loin, parce que les philosophes grecs le citent si souvent. Tous les Grecs, en tout cas certainement, c'est ça, Platon, Aristote citent régulièrement Homère, même Platon qui est hyper anti-poète et anti-Homère, mais il est tout le temps en train de dire qu'Homère est brillant et de le citer comme autorité. Bref, j'avais lu l'Odyssée, pas l'Odyssée, j'avais lu l'Iliade, puis j'ai vraiment adoré ça. J'aurais le goût de le relire, en fait. Là. Je l'ai lu il y a environ 3 ans. Puis l'Iliade, c'est hallucinant, c'est vraiment... C'est bon, là, OK? Puis, l'Odyssée, évidemment, c'est l'œuvre sœur de l'Iliade. Ça fait 400 pages, donc c'est ça. Puis, je me suis rajouté un autre titre avec un peu d'interrogation pour conclure cette liste, qui est Péri-Rodin. Je pense que c'est la Terre à part, le deuxième en tout cas. Puis pourquoi? Parce qu'on en parlait entre autres avec Thierry, que je salue au passage, dans les commentaires, puis c'est ça, puis Péri-Rodin, c'est amusant, puis on en parlait il n'y a pas longtemps. J'aurais voulu le lire au mois de janvier parce qu'on en parlait, puis j'ai pas eu le temps, là. Bon, puis je soupçonne que j'aurais peut-être pas le temps non plus en février, mais je me suis mis en objectif bonus pour le mois de février, un peu comme les stretch goals là, sur Kickstarter. C'est un peu mon stretch goal pour le mois de février. Péri-Rodin, le deuxième tome des innombrables aventures de Péri-Rodin. Je pense qu'ils sont rendus à 5000 et quelques, puis ils en sortent encore un par mois en Allemagne, à ce que je comprends. Donc, voilà. Ça fait que c'est ça notre programme pour février. C'est ça qu'on a lu cette semaine. Portez-vous bien, la vie est merveilleuse. Si vous avez vous-même commencé à lire quelques-unes de ces œuvres, n'hésitez pas à m'en faire part. Je serais curieux d'avoir vos impressions. Et portez-vous bien, la vie est merveilleuse. On se voit très bientôt pour de nouvelles aventures. Vie longue et prospère. À la prochaine!